Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À l'époque de la dictature de Benito Mussolini, dans les années 1930, le palais du gouvernement à Rome s'appelle le Palazzo Venezia. On est maintenant là à la fin de 1932 et le Duce a convoqué au Palazzo Venezia le ministre des colonies. Il s'appelle le général Emilio de Bono. C'est un homme à barbe blanche, il a 70 ans, fidèle parmi les fidèles du régime. Il était de la marche sur Rome en 1922. Il a été chef de la police en 24 et il a même couvert l'assassinat du député Matteotti. De Bono lui dit Mussolini, avec l'Éthiopie, nous avons patienté 40 ans. Maintenant, ça suffit. Préparez-moi un plan d'invasion. Envahir l'Éthiopie. Occuper l'Éthiopie. Voilà un des vieux rêves de Mussolini qui veut bâtir un empire italien qui soit digne de l'empire romain, qui surtout soit digne d'un certain nombre des empires coloniaux dont les grandes puissances d'Europe se sont arrogés les droits depuis maintenant longtemps. Vous savez que parmi les modèles de Mussolini figure Jules César, bien entendu. Cet empire italien est déjà bien établi. Il couvre la Libye, qui a été occupée dès 1911, mais aussi l'Érythrée et la Somalie, qui ont été occupées encore plus tôt, en 1889. Entre l'Érythrée et la Somalie, il y a justement une pièce manquante, et c'est un royaume important entre tous, c'est l'Éthiopie. En 1886, l'Italie avait mordu la poussière face à l'armée éthiopienne du Négus Ménélique II, qui était le roi de cette nation millénaire. Vous comprenez l'intérêt aussi de Mussolini et de l'Italie pour cette Éthiopie, c'est que c'est un vieux royaume très ancré dans l'histoire. Pour Mussolini, il est temps de laver l'affront de 1886 et de repasser à l'offensive. Tout l'incite à agir au plus vite. D'abord, il faut bien dire que son propre régime reste quand même assez fragile. L'expansion en Éthiopie redonnerait, se dit-il, un second souffle au fascisme italien. Ça donnerait un petit peu de puissance à son pays, puis ça redonnerait surtout du prestige à son chef. Mussolini veut aussi offrir une sorte d'Eldorado aux milliers d'Italiens du Sud, les habitants du Mezzogiorno, tellement pauvres, vous savez, qui cherchent toujours à émigrer. L'Éthiopie, avec ses plateaux humides, avec ses vallées très fertiles, pourrait être le pays de cocagne dont on ferait rêver tous ces pauvres du sud de l'Italie. C'est une terre pleine de promesses. Autre avantage aussi, l'Éthiopie est la seule nation africaine réellement indépendante. Elle est d'ailleurs membre de la Société des Nations, la célèbre SDN. Elle n'appartient à aucun empire, ni français, ni anglais bien sûr, ni allemand. Mussolini ne tient surtout pas à provoquer un conflit avec ses voisins européens. Donc là, il est en terre vierge, si je puis dire, en tout cas indépendante. Enfin, le temps presse pour déclencher une opération parce que, disons-le, depuis 1930, l'Éthiopie a un nouvel empereur. Cet empereur s'appelle Haïlé Sélassié. Il est l'héritier d'une dynastie prestigieuse. Il se dit descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Or, ce nouveau souverain est un réformateur ambitieux qui s'emploie à moderniser un État, une armée qui sont, il est vrai, de moins en moins vulnérables. Et plus on attendra, se dit Mussolini, et plus ça risque d'être difficile. D'ailleurs, dans une note secrète de 1934, il écrit « Je considère les préparatifs abyssins comme un très grave péril potentiel pour la sécurité de nos colonies. Il faut mobiliser 100 000 hommes en métropole, autant de soldats indigènes, askaris libyens et érythréens, 300 avions, 200 blindés, positionner le tout en Érythrée et Somalie italienne pour octobre 35. La campagne devra être rapide. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Le Duce fait face quand même à une inconnue. Il est très déterminé, vous l'avez compris, mais il y a cette incertitude liée aux relations internationales. Que va dire la France ? Que pourrait dire la Grande-Bretagne ? Pour Mussolini, France et Angleterre, qui elles-mêmes sont à la tête des deux plus grands empires coloniaux, ne sauraient lui reprocher son expansionnisme. Ils seraient quand même mal placés pour le faire, puisqu'ils n'ont cessé eux-mêmes de s'étendre et de conquérir.
Or, la France et la Grande-Bretagne comptent faire front ensemble contre Hitler. France, Angleterre et Italie, je dis bien et Italie, ont même signé les fameux accords de Stresa, par lesquels ils s'engagent à s'opposer par tous les moyens appropriés à toute répudiation unilatérale de traités susceptibles de mettre en danger la paix de l'Europe. La personne visée, là, c'est Hitler, évidemment, avec ses velléités d'annexion permanente. Mussolini a même promis à la France d'envoyer 9 divisions et des avions pour soutenir son effort en cas d'agression de l'Allemagne. Vous voyez, donc Mussolini pense que la France et l'Angleterre ne vont émettre des protestations, ça c'est sûr qu'elles vont en émettre, mais seulement pour la forme, il se dit qu'il a les mains libres. Aux frontières entre l'Éthiopie et l'Érythrée italienne, ou la Somalie italienne, éclatent par ailleurs assez souvent des incidents. Des soldats italiens ont été tués, comme à Welwel en décembre 1934, et tout ça va servir de prétexte pour déclencher le conflit. Mussolini commence à acheminer des forces armées au nord et au sud de l'Éthiopie. On y va par cargos entiers qui transitent par le canal de Suez. Il nomme le vieux général de Bono à la tête de l'armée d'Italie. Tu auras une force de 300 000 hommes, dont 100 000 noirs et plus 500 avions et 300 chars rapides, lui dit-il, ce qui est beaucoup plus, entre parenthèses, que le plan initialement établi. Et en réaction, la Grande-Bretagne se dit quand même que, j'allais dire que ça chauffe. Elle envoie en tout cas sa flotte en Méditerranée. Et Mussolini se dit que ce n'est pas bien grave. Oh, le gouvernement de Londres bluffe. De son côté, le roi d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, ordonne la mobilisation de son armée à la fin de septembre 1935. Ça, pour Mussolini, c'était l'occasion attendue. Il en profite, c'est le casus belli, il déclare la guerre à l'Éthiopie. De Bono lance ses premières colonnes depuis l'Érythrée vers le sud, le long des plateaux éthiopiens. Pour le régime de Mussolini, on est là vraiment dans un rapport de force, c'est un temps fort. Le Duce joue son avenir, il joue l'avenir du fascisme dans cette opération. Il a le soutien du roi, Victor Emmanuel. Il a le soutien d'une grande partie de la population, c'est incontestable. Et même de quelques opposants en exil à Rome. Depuis le petit balcon du Palazzo Venezia, le Duce va prononcer un de ses fameux discours. Une heure solennelle va sonner dans l'histoire de la patrie, dit-il. Il faut que vous imaginiez à chaque fois la foule qui scande et qui applaudit. 40 millions d'Italiens marchent à l'unisson de l'armée, tous unis parce qu'il y a une tentative pour commettre envers eux la plus noire des injustices, pour leur voler leur place au soleil. Ah, l'expression va faire Florès, la place au soleil. C'est la place des Italiens en Afrique, menacée par le roi éthiopien et par les démocraties européennes. En tout cas, la phraséologie du Duce, bien sûr. Max Schiavon, dans son Mussolini, qui est paru chez Perrin en 2016, nous dit « La conquête de l'Éthiopie est la première guerre importante entreprise par le régime fasciste. Mussolini donne le départ d'un tragique processus de crise, de coup de force, de guerre, processus qui ne s'arrêtera plus qu'en 1945. » Vous écoutez Radio Classique. Et ils progressent maintenant, les Italiens. Elle avance, cette armée italienne, en Éthiopie par 45 degrés. Chaleur terrible, soleil de plomb, il n'y a pas d'opposition pour le moment. Le roi Sélassié a regroupé ses troupes à l'intérieur du pays. La plupart, d'ailleurs, ne sont armés que de fusils et de baïonnettes, disons les choses. Une seule division éthiopienne possède de l'artillerie et des mitrailleuses, vous voyez. Seulement, au contact, ce sont des combattants, des gens qui résistent vaillamment. Mussolini, qui veut une guerre éclair, trouve l'avancée trop lente. Il rappelle le général de Bono et le remplace par Badoglio, qui est un autre dignitaire du régime, un homme machiavélique extrêmement rusé, qui à l'origine était opposé à cette guerre, mais qui maintenant est bien décidé à en tirer tout le profit souhaitable. Il demande carte blanche à Mussolini et il l'obtient. L'armée du Nord vient bientôt à bout de la résistance éthiopienne, qui était complètement prise en étau, il faut vous le dire, et Badoglio réussit. Au sud, les troupes du général Graziani attaquent depuis la Somalie à grand renfort de gaz asphyxiant, de bombardements aveugles. Graziani pratique sur son passage une politique de la terre brûlée qu'on a vue dans d'autres occasions et qui est toujours aussi effroyable. En avril, on est à Harar, le roi Haïlé Sélassié échappe de peu à Graziani. Il va devoir s'enfuir. Le voilà qui embarque sur un navire britannique. Il part d'abord vers Djibouti, puis de Djibouti, il s'exile à Londres. Après son départ, l'État s'effondre complètement et le 5 mai 1936, après 8 mois de guerre,
j'allais dire 8 mois seulement, ou 8 mois quand même, comme vous voudrez. Après 8 mois en tout cas, les troupes de Badoglio pénètrent dans Addis Abeba. Et à Rome, Mussolini exulte, il bat le rappel, il fait venir la foule devant son petit balcon là du Palazzo Venezia, chemise noire de la Révolution, hurle-t-il, hommes et femmes de toute l'Italie, Italiens et amis de l'Italie au-delà des montagnes et des mers, écoutez, le maréchal Badoglio me télégraphie. Aujourd'hui, 5 mai à 16h, à la tête des troupes victorieuses, je suis entré dans Addis Abeba. Alors là, la foule exulte, bien entendu. Durant les 30 siècles de son histoire, l'Italie a vécu beaucoup d'heures mémorables, mais celle d'aujourd'hui est certainement la plus solennelle. J'annonce au peuple italien et au monde que la guerre est finie. J'annonce au peuple italien et au monde que la paix est rétablie. En oubliant quand même de dire que la paix, c'est lui qui l'avait totalement troublée. Le 9, nouvelle harangue, rythmée cette fois de coups de canon qu'on tire depuis le Capitole. L'Italie a finalement son empire, hurle Mussolini sous les acclamations de la foule qui n'aime peut-être pas la guerre mais qui aime la victoire. C'est le triomphe du fascisme, c'est la victoire du Duce dans le pari qu'il s'était lancé. Ça y est, l'œuvre coloniale est faite. Il faut dire que Mussolini a pu compter sur les hésitations des démocraties et ça, il faut non seulement le dire mais le mettre en avant. Il y a cette SDN, cette jeune société des nations à Genève et dans les couloirs de cette institution, c'est la panique, disons-le. Un membre fondateur, l'Italie, en attaque un autre puisque je vous l'ai dit, l'Éthiopie est membre à part entière de la SDN. On n'avait jamais vu ça, comment réagir? Alors, dès le début, Grande-Bretagne et France prennent fait et cause pour l'Éthiopie, ce qui déçoit Mussolini bien sûr. Mais pendant des jours et des jours, les délégués vont se perdre en discours, en déclarations, en tractations, en coups d'éclat, en recul et en renégociations, on n'en finit pas. La SDN va finalement condamner l'Italie comme agresseur à 52 voix contre 3. Alors Mussolini temporise, il sollicite un mandat légal pour administrer l'Éthiopie. Et le ministre français des Affaires étrangères, qui est Pierre Laval, est prêt à entériner cette proposition. Seulement, le nouveau ministre britannique, qui est Anthony Eden, choisit la fermeté. Et le 18 novembre, la SDN va annoncer des sanctions économiques contre l'Italie. Ah là, Mussolini est ulcéré. Quelques mois plus tôt, Hitler a rétabli la conscription, il a commencé à réarmer le Reich, à remilitariser la Rhénanie, le tout sans provoquer la moindre réponse ni de la France ni de la Grande-Bretagne, qui se montre incroyablement faible avec l'Allemagne. Mais alors, en revanche, face à l'Italie, là, d'un seul coup, on se montre nettement plus dur. Et Mussolini vit ça comme une injustice. Les Français, les Anglais veulent pas le soutenir, et bien il se passera de leur soutien, et de toute façon sur place, ces troupes sont en train de s'installer. Bon, les sanctions économiques, disons-le, sont pas non plus terribles pour l'Italie. D'abord parce que les Anglais n'ont pas fermé le canal de Suez, c'est ça qui permet à Mussolini d'envoyer ses cargos pour accéder librement à l'Éthiopie. Ensuite, l'Allemagne et les États-Unis continuent à livrer du pétrole à l'Italie fasciste. Donc ça rend les sanctions... Et puis de toute façon, les sanctions, disons-le, elles provoquent un réflexe nationaliste chez les Italiens qui du coup font corps autour de leur chef et renforcent le régime. Maurizio Serra, dans Le mystère Mussolini, qui vient de paraître aux éditions Perrin également, Maurizio Serra raconte, je le cite, « Mussolini exalte l'autarcie et l'autosuffisance économique et couvre la péninsule de proclamations contre les sanctions infâmes, sculptées ou placardées sur le fronton des mairies, les permanences du parti et les édifices publics. » Ah, on peut dire que Mussolini est déterminé, rien ne le fera reculer. L'Europe et le monde sont mis devant le fait accompli. Et le 4 juillet 1936, la SDN lève les sanctions par 49 voix pour. Et parmi les voix pour, il y a celle de la France, il y a celle de la Grande-Bretagne. 4 abstentions seulement et une seule voix contre, bien sûr, celle de l'Éthiopie, dont on peut dire maintenant qu'elle est abandonnée. Mussolini fonde la colonie d'Afrique orientale italienne et le roi Victor Emmanuel devient empereur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors sur place, je veux dire en Éthiopie, on n'en est plus à la guerre conventionnelle, on est passé à la guérilla.
Des groupes de résistants arrivent à se cacher dans les collines d'eucalyptus tout autour d'Addis Abeba et n'arrêtent pas de harceler les convois italiens, mais aussi les garnisons, les soldats italiens qui ne sont pas préparés à ça. Et les civils non plus ne sont pas préparés. Les ouvriers, les paysans, les ingénieurs qui débarquent par milliers pour coloniser cette terre promise par le Duce, qui arrivent pour construire des routes et cultiver des plantations, tous ces gens-là subissent des attentats sanglants. Le 13 février 1936, un groupe de combattants éthiopiens exécute 68 employés d'une compagnie de transport italienne. Ils vont les mutiler, exposer leurs corps dans la capitale et à ce moment-là, Mussolini ordonne au général Badoglio, qui est devenu vice-roi d'Éthiopie, de répliquer avec une énergie inexorable, dit-il. Et Badoglio, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, obéit. Il généralise les bombardements à l'hypérite, ce gaz asphyxiant qu'il répand dans les régions les plus récalcitrantes. On comptera 6000 bombes à hypérite en 2 ans, vous imaginez ça? Après Badoglio, c'est le maréchal Graziani qui prend le relais pour organiser l'occupation, un homme tyrannique, violent, disons-le, un fou furieux, qui fait fusiller les plus hauts membres de la monarchie éthiopienne. La résistance tente d'éliminer le nouveau vice-roi au cours d'un attentat à la bombe. Là, on est le 19 février 37. C'est raté. Graziani en réchappe, il est foudrage. Il ordonne des représailles absolument féroces et ce sont les chemises noires qui vont liquider 4000 Éthiopiens. Et pendant 3 jours, des colons se livrent à des lynchages couverts par les milices. C'est le fascisme qui est à l'œuvre dans une des pires pages de son histoire. À Rome, Graziani est gratifié du sobriquet de bourreau d'Addis Abeba, de maréchal hystérique. Il a enclenché un engrenage qui est en train de transformer cette guerre coloniale en quasi-génocide. Les populations entières de villages dits rebelles sont exterminées et jusqu'aux religieux du monastère orthodoxe de Debra Libanos, qui est vu comme le foyer de la résistance. Ce qui veut dire que 297 moines et 23 laïcs vont être assassinés là-bas. Graziani fait son rapport à Mussolini et il dit « Le monastère est fermé, définitivement ». Oui, ça, jusque-là, on peut le suivre. Il va identifier aussi une ethnie comme le fer de lance de la résistance, il s'appelle les Amaras. Il détenait le pouvoir avant l'invasion. Eh bien, Graziani va construire en Somalie des camps de concentration pour enfermer les pauvres Amaras et tous les opposants. 6500 suspects sont détenus, beaucoup exécutés, tués à petit feu. Et dans ses mémoires de guerre, Graziani expliquera lui-même « Il faut détruire tous les intellectuels si l'on veut la paix dans l'Empire. C'est cynique, mais sans cynisme. On ne tient pas un empire. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Le Duce n'était pas animé par la haine, nous dit encore Maurizio Serra. Il était animé par le froid calcul de donner à l'Italie son empire. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ce qu'il avait prévu lui a échappé et que la situation sur place a beaucoup dégénéré. Alors, une fois la basse besogne de Graziani accomplie, le Duce va le remplacer par le duc d'Aoste, le duc Amédée d'Aoste, qui est quand même moins cruel. On est là en décembre 38. Ce qui s'instaure néanmoins sous l'égide de cette Italie mussolinienne, c'est une ségrégation raciale pour empêcher les colons de frayer avec les Éthiopiennes, les facette nere, les frimouses noirs, les facette nere, voilà comment on les appelle. Depuis Rome, Mussolini s'emporte. Nous sommes venus à la conquête d'un empire, pas d'une petite femme puante. 2500 enfants sont déjà nés de ces unions hors la loi. Il ordonne à ce moment-là l'interdiction des mariages mixtes, l'expédition de femmes italiennes en Éthiopie. Et le conflit est maintenant terminé, mais la situation qui lui succède est une situation infernale. Tout ça aura démontré d'abord l'impuissance de la SDN et des démocraties face au péril fasciste. Inutile de vous dire que ça va bien sûr rapprocher Mussolini et Hitler, mais aussi donner des ailes à un Hitler qui a vu à l'œuvre l'Angleterre et la France confrontées à une crise de première importance. Les Italiens seront chassés d'Éthiopie par l'armée britannique en 1941. Sur les hauts plateaux du Tigré, le vice-roi, Amédée d'Aoste, lâchera aux Anglais, en rendant quand même les armes, « Ritorneremo, nous reviendrons ». Quant au vrai roi d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, de retour à Addis Abeba, il dira « Oublions par la volonté de Dieu Tout-Puissant le mal qui nous a été fait ». En vérité, les Éthiopiens n'ont jamais rien oublié. Vous écoutez Radio Classique.